on commence en prenant un peu d'avance sur notre chronique du jour, puisque le maire d'Agde est en détention provisoire pour prise illégale d'intérêt et corruption, après avoir cru aux propos d'une médium par téléphone. Celle-ci lui aurait fait croire qu'il était en communication avec un être surnaturel pour lui soutirer de l'argent. Voilà, à vous de nous dire si vous pensez que cette info est vraie ou fausse dans les commentaires. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 26 mars et vous regardez l'Actu Réfractaire. Et pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on commence en parlant des relations entre la France et Israël. Disclose révèle que la France a autorisé fin octobre la livraison d'armes et de munitions à l'État d'Israël, et ça en secret. C'est le suivi d'une mystérieuse cargaison envoyée depuis Marseille qui a permis à Ariane Lavrieux et Nina Hubinet, qui sont toutes les deux journalistes, de découvrir la vérité. La cargaison, elle contenait des maillons, c'est-à-dire des pièces d'assemblage de balles qui sont très précisément des balles de 5,56 mm. Et cette cargaison, elle a été envoyée au nord de Tel Aviv, alors que des balles de ce type sont régulièrement utilisées par Tsahal, l'armée israélienne. L'article de Disclose parle notamment du massacre de la farine. Vous savez, cette attaque meurtrière qui a eu lieu à Gaza il y a quelques semaines et où ces balles, précisément, ont été retrouvées après avoir transpercé des sacs de farine. Alors, malgré les déclarations récentes et le vote à l'ONU d'une résolution demandant un cessez-le-feu, il semblerait que ces livraisons d'armes de la France soient toujours autorisées par le gouvernement. On en reparlera plus en détail sur Canard Réfractaire. Et cet article, il arrive dans un contexte où la propagande israélienne, pour justifier le génocide, est battue en brèche, notamment avec des vidéos qui sont identifiées comme fausses. Et alors que le génocide des Palestiniens est encore en cours, il y a des témoignages qui continuent d'arriver, avec notamment le récit de Munter Amira, un militant palestinien qui a passé 3 mois en détention dans la prison d'Ofer, sans procès et dans des conditions abominables. Autre actualité, le journal indépendant Les Jours a sorti un article hier sur les enlèvements d'enfants, un 3e épisode d'une série qui revient sur un problème de fond. Ce problème, c'est l'inefficacité de la justice française à protéger les enfants victimes de violences dans leur famille. Cette série importante, elle parle de ces mères qui se voient contraintes par la justice française d'enlever leur propre enfant pour éviter qu'il soit sous la garde de leur père incestueux. Une garde ordonnée par des juges français. Voilà donc un sujet difficile mais nécessaire, remis en avant par Judith Godrèche récemment et dont on avait parlé dans une vidéo sur notre autre chaîne, le Canard Réfractaire. Décidément, elle est bien cette chaîne. Vous pourriez vous y abonner quand même, non ? En France, encore, on a atteint hier le 70e mort au travail pour 2024, signalé par Mathieu Lépine. Il y a un homme d'une 50aine d'années qui est mort en chutant d'un toit dans le Tarn-et-Garonne. Et l'enquête est en cours. De son côté, Emmanuel Macron est en déplacement en Guyane. Il y rend un hommage à un membre du GIGN mort il y a pile 1 an dans une opération de lutte contre leur pillage. Ce sera l'occasion pour lui de parler encore d'insécurité et de trafic de stupéfiants, le territoire d'outre-mer étant l'une des plus grosses portes d'entrée de la cocaïne en France. Alors il va aussi aborder les questions de souveraineté alimentaire et devrait donc faire des promesses pour l'agriculture et la pêche. Enfin, les élus locaux, eux, aimeraient que soit discutée la question de l'autonomie du territoire, au même titre que la Corse. Cette question, elle risque d'être épineuse, parce que le président ne compte rien lâcher à ce sujet. Du côté de la population, France Info parle surtout d'échanges tendus et d'indifférence. Par contre, il semblerait que la France ordonne des obligations de quitter le territoire, et sans grande logique. Dans la Loire, c'est ce que vit Wenceslas. Après avoir fui le Gabon avec sa femme et ses 2 enfants pour avoir été opposant politique, il est venu en France. Aujourd'hui, il travaille en CDI dans un restaurant et a reçu une OQTF. Il risque donc de quitter le territoire le 3 avril. Mais vu que Wenceslas et sa famille sont très bien intégrés, tout son coin se mobilise actuellement pour éviter ça. Et ils ont d'ailleurs mis en place une pétition que vous pouvez retrouver dans les sources de cette émission. Il y a déjà 1400 signatures, mais plus il y a de monde et mieux c'est. On vous parlait tout à l'heure du déplacement de Macron en Guyane. Et si vous avez bien suivi, il y a un sujet qui ne sera pas abordé, c'est celui de l'eau. Eh bien, Mathieu nous a contactés pour nous alerter sur les fortes chaleurs qu'a vécu la Guyane, en même temps que Rio de Janeiro la semaine dernière. Mais plus important que ça encore, 15 à 20% des Guyanais n'ont pas accès à l'eau potable, alors que la Guyane est l'un des territoires les plus riches en eau potable. Mais sur le Maroni, ce grand fleuve qui traverse le territoire, on se rend compte que la ressource en eau est largement polluée, notamment par le mercure et le plomb à cause de leur paillage.
Et un projet de mine de coltan, un minerai essentiel pour les composants électroniques, risque d'accentuer cette pollution des eaux. Le manque d'eau est tel que 50 tonnes viennent d'être livrées hier sur le Haut-Maroni pour soulager les quelques 1500 habitants en souffrance. Mais bon, la solution ne peut pas reposer que sur des livraisons, donc c'est quand même assez regrettable qu'Emmanuel Macron n'ait rien prévu sur l'eau dans les territoires d'outre-mer dans le cadre de son déplacement. En tout cas, on remercie Mathieu d'avoir participé à ce nouveau point abonné sur actu@lecanardrefractaire.org. Merci. On est mardi et c'est donc le moment de revenir sur quelques affaires qui ont ponctué la semaine. Commençons avec le retour en force de Jean-Michel Blanquer, celui qui a été indéboulonnable au ministère de l'Éducation, refait parler de lui après avoir créé une école privée qui a vocation à faire des petits. Ces écoles, sponsorisées et financées par Veolia, ont pour objectif de former à la transition écologique, puisqu'il manquerait environ 400 000 travailleurs formés à ces enjeux-là d'ici 2030. Les formations dispensées iront du CAP au master. Et en plus de Veolia, les écoles espèrent obtenir des financements publics. C'est pourquoi l'association Terra Academia, qui les gère, a déposé un dossier dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir du plan France 2030. Alors, pas de doute que Blanquer arrivera à obtenir l'argent public qu'il convoite. La réponse tombera cet été, et donc ça reste une affaire à suivre. Intéressons-nous maintenant au cas du brigadier Franck Verrier-Coréard, qui est un policier toulousain. Celui-ci vient d'être condamné pour la 3e fois pour des faits de violence. Mais bon, pour la justice, c'était la 3e la fois de trop. Il est donc maintenant interdit définitivement d'exercer comme policier. Peut-être qu'il aurait fallu sévir dès la première fois, non ? Celui qui a été tantôt à la BAC, tantôt à la Bravem, puis en compagnie d'intervention, comparaissait pour avoir pété les dents à 2 jeunes choufs, autrement dit des guetteurs, dans une cité du 9-3. Mais son audience a pu faire ressurgir des commentaires qu'il a postés sur ses réseaux sociaux, notamment après la manifestation Gilets jaunes du 2 décembre 2018, où l'un de ses amis lui dit « Paraît que t'as encore cassé une trique !» c'est-à-dire une matraque, et Franck lui répond « Oui, en effet, lol !» Puis « Quelle soirée, un carnage comme je les aime, lol !» Mais bon, quand les juges lui demandent s'il a l'habitude d'être violent, Franck répond simplement qu'il n'est pas violent, mais viril. Ouais, voilà. En fouillant dans ses photos, les juges ont aussi pu se rendre compte qu'il arborait une étoile de shérif sur son uniforme, à côté de celui de l'IGPN pour conjurer le sort. Toujours sur ses réseaux, on peut se rendre compte de la pensée politique de l'ex-flic. Celui-ci partageait des couvertures de valeurs actuelles tout en déplorant la France sous la loi des racailles. Ce qui reste maintenant à éclaircir, c'est pourquoi la justice a mis tant de temps à sévir contre lui. On reste avec des membres de l'extrême droite pour la dernière affaire. L'ex-président du bastion social vient d'être placé en détention provisoire avec 3 de ses amis pour avoir tenté d'enlever l'ex de sa sœur. Valentin Lindé avait fait placer des balises GPS sur la voiture de son ancien beau-frère et ses amis étaient sur le point de passer à l'acte quand ils ont été interpellés. Le procureur en charge de l'affaire a voulu nuancer les faits, affirmant qu'il n'avait aucun lien avec l'idéologie du commanditaire. Mais parmi les membres du commando, on peut compter un membre du groupe violent royaliste de l'Action française. L'affaire tend surtout à montrer que les groupes d'extrême droite ont des moyens et sont capables de s'organiser, d'autant que le risque d'attentat venant de l'ultra-droite augmente selon Europol. Avant de se quitter, on vous rappelle qu'on est en financement participatif en ce moment et qu'on a déjà atteint près de 25% de notre objectif. Merci à tous ceux qui ont participé et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous soutenir sur Helloasso, sur Tipeee, par virement, par chèque, par Paypal. En tout cas, toutes les infos sont en description. Et si vous avez déjà donné ou vous ne le pouvez pas pour l'instant, n'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire de soutien. Et puis nous, on se dit à demain 19h. Ciao!